Bonjour tout le monde et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Backstage dans lequel nous vous faisons vivre et découvrir les coulisses des projets qui se font à Audio Workshop et ailleurs. Lors de notre précédent épisode, nous recevions Liubi, comédien spécialisé dans le doublage, et aujourd'hui nous sommes ravis d'avoir un invité de marque qui est aussi comédien. Sa voix vous dira peut-être quelque chose, il s'agit d'Alexandre Gillet. Salut Alexandre. Salut Morgane. Comment tu vas ? Ça va bien. Pas trop fatigué ? Non, ça va, 3 jours à Montpellier, c'est sportif, mais on s'amuse et ça va, ça change de Paris. Oui, pour replacer un peu le contexte, Alexandre vient de s'enquiller 3 jours d'enregistrement sur un jeu vidéo. C'était assez sportif. Oui, mais bon, on est là pour ça. Donc oui, effectivement, comme tu le dis, on est à Montpellier donc pour enregistrer ce jeu vidéo. On en parlera tout à l'heure. On va de suite parler de l'éléphant dans le couloir. Si les gens nous écoutent et n'ont pas encore reconnu ta voix, est-ce que tu peux nous dire quel comédien ou personnage tu doubles régulièrement ? Alors, est-ce que Elijah Wood, Chris Evans, Ryan Gosling, Joshua Jackson, voilà pour les 4 qui me viennent à l'esprit. Ouais. Bon, il y en a plein d'autres qui me viennent aussi, mais on en parlera. Sonic, mais Sonic. Bon. Sur la série. Sur la série, oui, les jeux vidéo. On parlera de ça après, ouais. Est-ce que tu te sens d'attaque pour la première partie de l'émission ? Oui. Où nous allons d'abord commencer par ton profil artistique. Je vais rappeler ce que c'est un petit peu. On va te poser des questions en mode interrogatoire sur tes goûts. Niveau artistique, que ce soit cinéma, peinture, littérature, etc. Déjà, prénom et nom. Alexandre Gillet. Nationalité. Française. Quel âge ? Joker. Allez, Joker, on accepte. La profession. Comédien. Depuis combien de temps fais-tu ce métier ? Quelques décennies. Okay. Et tes goûts musicaux ? Alors là, ils sont très éclectiques. Mais j'avoue que j'aime bien le funk, le disco et la musique classique. Ok. Est-ce que tu es fan de littérature ? Je suis pas un immense lecteur. D'accord. Mais bon, je lis, j'ai une culture générale, on va dire, honorable. D'accord. Tu as une œuvre qui t'aurait marqué ? Une œuvre, non. Non. Si, il y en a une quand même qui me vient à l'esprit, c'est L'étranger de Camus. D'accord. Voilà. C'est du classique, mais elle m'a marqué. Ok. Est-ce que tu as aussi un attrait pour la peinture ou une autre forme d'art ? Ah oui, j'aime bien faire les expos, aussi aller dans les galeries, me rincer l'œil, parce que c'est souvent très cher, mais ouais. J'aime bien. Et là aussi, j'ai un goût assez éclectique. J'aime bien, évidemment, comme beaucoup, l'impressionnisme, certaines formes de cubisme aussi. Ok. Après, je peux avoir un peu plus de mal avec l'art très très récent, ou même certains street artistes, mais pas tous. Il y en a que j'aime bien, comme Gulli par exemple. Okay. Et sinon, je suis pas contre non plus les œuvres beaucoup plus anciennes. Alors pour le coup, 15e, 16e siècle, ça peut me toucher aussi. Et les œuvres aussi, tout ce qui est art religieux. Okay. Voilà. Alors là, on va pas se positionner dans la peau du comédien, mais plus du spectateur. Est-ce que tu préfères une œuvre plutôt audiovisuelle, vidéoludique ou théâtrale ? Alors là aussi, ça dépend de l'humeur. Ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un plutôt du théâtre, qui est issu du théâtre, donc j'ai beaucoup fréquenté les théâtres, et sur scène, et puis en spectateur, évidemment. Le cinéma, je suis pas un grand fou de cinéma, mais disons que je suis un spectateur peut-être un peu lambda de ce point de vue-là. Voilà. Okay, alors du coup, on va partir plutôt côté théâtre. Oui. Est-ce que tu as 2-3 pièces vraiment qui t'ont marqué, qui tu pourrais nous partager ? Là, il y en a une qui se produit là à Paris, qui s'appelle Le Repas des Fauves, qui est une très très chouette pièce. Sinon, il y en a, ça dépend, il y en a peut-être une ou deux que j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, là aussi, c'est des goûts tellement variés que je peux pas dire que un spectacle m'est marqué. Ouais. Voilà, je peux apprécier des spectacles. De là à être sorti totalement bouleversé, ou sûrement que c'est arrivé, mais bon voilà, ça s'est perdu dans ma mémoire.
j'ai pas forcément un tempérament de fan, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Parce qu'il y a des artistes que j'aime beaucoup, mais que j'aime pas forcément dans tout. Mmh. Bon, donc j'ai pas ce côté, tiens, il y a un artiste ou un metteur en scène qui va faire un spectacle, alors je vais forcément tous les voir, Ok, ouais. ou des fois je vais les voir et puis là je dis ah bah zut, je suis déçu. Alors bon bah le suivant je le zappe. Voilà. Et donc, t'as torpillé ma dernière question, qui était, est-ce que t'avais une actrice ou un acteur au théâtre qui t'a vraiment impressionné? A priori, ce serait sur Alors, un moment donné, alors? Non, il y en a quand même Ouais. une qui m'a impressionné au théâtre, c'est Isabelle Adjani. Ok. Oui, ça j'avoue. Et pour quelle raison? Ben, je trouve qu'elle elle a une présence, une puissance, une vérité. Alors, c'est un jeu particulier. Hein. Je comprends que tout le monde n'adhère peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, moi, cette actrice me fait vibrer en moi des émotions assez fortes. Ok. Je l'avais vue dans Mary Stuart. Ah bah voilà une pièce qui m'avait marqué. Voilà, Mary Stuart. J'avoue, ça avait pris une bonne claque. Et tu retrouves ça aussi dans ces films? Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins parce que elle a des choix assez éclectiques, assez différents. Mais j'avoue que c'est quand même une actrice que je trouve très puissante. D'accord. Ouais. Eh ben parfait. On va passer à la deuxième partie maintenant, qui va plus concerner ton actualité. Est-ce que tu es venu également faire ici? Sans forcément nommer le projet qu'on est en train de faire, puisqu'on est encore en train de le réaliser, on est sous close, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle dans ce projet-là? Enfin, quel type de projet est-ce? Ah bah c'est difficile de parler d'un truc dont on peut pas trop parler. Non mais c'est un personnage, on va dire, qui est haut en couleur, assez franc du collier, assez viril, combattant, hein, donc mais en même temps avec une certaine aussi une sensibilité, voilà. Où quand il se trouve en mauvaise posture, on retrouve un peu un jeune homme, ou un homme jeune, un peu bancal, voilà, qui manque certains repères. Et ça, c'est assez sympa à faire. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule une session d'enregistrement de jeux vidéo? Alors c'est assez technique quand même, par rapport au doublage qui est, on va dire, laisse plus libre cours au jeu et à la comédie. Alors ça peut être aussi la comédie dramatique évidemment. Là, il y a ce qu'on appelle des fichiers, donc des phrases plus ou moins longues. Ça peut être un mot, une interjection, une réaction, comme ça peut être 3, 4, 5, 6 lignes d'un coup de texte qui explique une situation ou qui décrit une situation ou qui joue une situation, et ça s'appelle un fichier. Et là, on entend, on écoute ce qu'a fait en général le comédien original à l'oreille, et on essaye de retranscrire au mieux l'émotion qu'il faut faire passer de ce fichier. Ok, il y a une petite adaptation quand même, par exemple, on entend un comédien jouer en anglais, il faut l'interpréter en français, on n'a pas forcément les mêmes codes et la même façon de s'exprimer, donc tu le traduis un petit peu aussi? Ah oui, ça, je pense que c'est presque inconscient, on réadapte en français avec nos émotions et notre ton à nous. Le danger, ce serait de faire un peu le perroquet. Et là, je pense que ce serait faux parce que la mélodie étrangère, c'est essentiellement en américain ou en anglais, mais il peut arriver d'avoir des fois en japonais. J'avais eu aussi des VO japonaises. C'est quand même très différent de nous. C'est pas du tout les mêmes mélodies, enfin les mêmes accents toniques, rien. Donc, si on suit la musique, on va dire originale, là, on se plante parce que on peut vite parler faux. Parce que nous, c'est pas notre musique à nous en français, c'est plus plat. Enfin bon, on n'a pas du tout les accents toniques aux mêmes endroits. Et puis, il peut y avoir aussi une sensibilité qui est un peu différente. Déjà de l'acteur originel, moi, je peux avoir une autre sensibilité, et c'est à soi d'imposer sa sensibilité sans aller contre ce qui doit être transmis. Ouais, je vois. Voilà, que ce soit l'émotion ou le sens de la phrase. Est-ce que c'est possible que ça puisse arriver de devoir te coller sur un personnage qui n'a pas forcément ton timbre de voix? Ah oui. Ouais. Alors moi, ce que je dis souvent, le doublage, c'est pas match voice, hein. C'est plutôt match énergie.
on double souvent les uns et les autres des personnages où on n'a pas forcément la même voix. On n'est pas complètement très très différents, mais enfin il peut y avoir, on peut tomber sur des personnages un peu plus légers ou au contraire un petit peu plus lourds. Mais tant qu'on a l'énergie, qu'on a le sens de la situation, qu'on a compris son personnage, on peut interpréter sans problème le personnage. Ouais, donc c'est vraiment une histoire d'énergie. Oui, pour moi c'est ça, et puis donner le sens de la situation. Faut jouer une situation et faut comprendre cette situation. Et dans le jeu vidéo, ce qui est difficile, enfin la petite difficulté quand même, c'est de piger tout de suite le sens de ce qu'on dit, puisqu'on a à peine le temps d'entendre l'original, de lire en même temps la phrase, qu'il faut tout de suite, mais dans la demi-seconde qui suit, proposer quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Voilà, sans être perroquet. Ouais. Et puis les fichiers s'enchaînent vraiment très très vite les uns derrière les autres. D'où, quand on a fait une séance de 4 heures, même s'il y a une petite pause toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures, en fin de session de 4 heures ou de 8 heures, en fin de la journée, on dort bien en général le soir. Ça demande beaucoup de concentration. Donc c'est cette énergie que le comédien en original va te transmettre qui va te permettre de te mettre dans la peau du personnage, parce que tu n'as pas de visuel. En fait, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, tu n'as même pas de visuel. Alors, il y a quelquefois des petites vidéos. Donc, on voit des fois un peu ce qui se passe, mais c'est quand même assez rare. Effectivement, c'est tout dans la voix. On doit décrypter à l'oreille les moindres petites nuances que fait l'acteur originel pour essayer, toi, d'interpréter ce que tu dois interpréter. Est-ce que tu trouves des différences dans le mode de travail entre les studios ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de différence entre Paris et la province, plutôt d'un studio à un autre. Est-ce qu'il y a des changements, que ce soit en jeu vidéo ou en audiovisuel ? Oh non, pas vraiment. Non. On retrouve à peu près les mêmes codes, les mêmes studios, les mêmes rigueurs. Les mêmes professionnels, enfin voilà, non. Après, c'est une histoire d'humain plutôt, tu vois, de rapport humain. Mais ça, c'est normal. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ce qui fait quand même une grande base du travail. Oui, quoi. Oui. On va parler maintenant un petit peu de toi et de ton parcours. La première question que je voulais poser, c'est en fait comment tu es devenu comédien. Mais je pense qu'à travers un petit peu ta présentation, on va très vite comprendre, même si tu vas nous apporter quelques compléments d'information. Ton papa, c'était Georges Gallet. Ta maman, c'est Michel Bardelet. Oui. 2 comédiens. Ton papa a beaucoup joué dans les années 50 dans des films, ta maman également, mais c'est une grande dame du doublage qui a notamment été la voix de Barbara Streisand, de Claudia Cardinal, de Dolly Parton, de Jane Fonda. On peut aussi l'entendre dans Avatar, Toy Story, Goldorak, Rocky, enfin tout un tas de grands projets que tout le monde connaît. Tes parents ont été l'exemple à suivre ou ça s'est fait vraiment par hasard ? Non, je dirais que ça s'est un peu fait par hasard parce que déjà mon père, il a été comédien, mais une dizaine d'années quand il était jeune, entre 22 et 32 ans. Il a arrêté dans les années fin des années 50, donc ça remonte à très très loin. Ouais. J'ai eu un vieux papa. Et ce qui fait que moi, quand je suis né, il était déjà plus du tout dans le milieu depuis très longtemps. En revanche, il avait gardé beaucoup de relais là-dedans. Il avait gardé un amour infini de la poésie et du théâtre. Donc, il était toujours très en relation déjà avec des gens du métier. Et il se trouve qu'il a épousé une comédienne, donc ma mère, Michel Bardelet, qui elle-même, à l'époque, était une petite vedette de théâtre. Voilà, elle a fait une belle carrière au théâtre, surtout dans le théâtre de boulevard, voilà, à Paris, et un peu en tournée, mais surtout à Paris. Et puis, beaucoup de doublage. Ma mère a fait beaucoup de doublage également. Et moi, j'ai eu une enfance tout à fait normale. Il y avait pas mal de copains de mes parents qui venaient à la maison dîner, mais nous, voilà, c'était des copains, c'était pas des comédiens. On les abordait pas comme ça, sauf un ou deux qui nous faisaient des petites voix de dessins animés qu'on aimait bien, mais c'était tout, quoi. Et je ne suis quasiment jamais allé dans un studio quand j'étais petit. J'allais voir toutes les pièces de ma mère, parce qu'on allait la voir dès qu'elle se produisait, donc ça c'était assez régulier. Mais quasiment jamais je ne suis allé au studio. Et 2 ou 3 fois où elle a proposé à mon frère et à moi d'éventuellement faire un peu de doublage dans les années
quand on avait, tu vois, 8, 10 ans, 12 ans, on lui a toujours dit, ah ben non, on veut pas faire ça. Nous, on est... Donc j'ai eu une enfance tout à fait normale, d'étudiant, tout ça, et je voulais pas faire ça. Moi, je voulais être diplomate à l'époque. D'accord, ah oui, rien à voir, oui. Donc j'ai même fait une prépa Sciences Po, après je me suis planté à Sciences Po, alors je suis allé en droit, et j'ai fait un peu de droit, et puis après je me suis dit, j'avais besoin de me déniaiser, et j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien quand même faire des cours de théâtre, parce que mon père m'en parlait souvent. Il me disait, mais tu devrais faire un peu de théâtre, pas pour être comédien, mais pour te déniaiser, quoi. Voilà, ouvrir tes horizons. Et donc, j'ai suivi leurs conseils. Et puis, j'y ai pris goût. Et puis, un jour, ma mère elle me dit, ça te dirait quand même de faire un peu de doublage, parce que ça peut, déjà, artistiquement, ça peut t'apporter. Et puis, si t'as un cachet ou deux de temps en temps, ça te fait un peu de sous. Non. Voilà. Et puis, ça fait partie. Une des branches du métier, quoi. Alors, à l'époque, c'était pas très reconnu, hein, le doublage. Les gens... on était un peu la cinquième roue du carrosse dans le doublage, mais ça a beaucoup changé depuis. Mais à l'époque, voilà, les gens ne s'en vantaient pas plus que ça, sauf ceux qui en faisaient beaucoup, comme ma mère, quoi, parce qu'elle était connue à l'époque. Et donc j'ai commencé comme ça, cours de théâtre, et puis un peu de doublage de temps en temps, et puis de petits doublages, de petits rôles en petits rôles. Après, je suis arrivé à une période où il y avait beaucoup de travail et pas trop de monde sur le marché, et notamment les jeunes. Il y avait très peu de jeunes. Donc, tout d'un coup, dès qu'il y avait un jeune qui démarrait, il était très vite pris en main par les boîtes de doublage. Il le faisait travailler régulièrement, et dès qu'il voyait que tu pouvais assumer des rôles un peu plus importants, il te les donnait, mais très facilement, sans trop d'appréhension. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des rôles assez rapidement, assez importants. Et puis, en fait, je me suis formé sur le tas, parce que il y avait pas de stage de doublage, tout ça, ça existait pas, tout ça. Et mais par contre, quand on me convoquait pour bonjour madame, au revoir madame, tu vois, je restais toute la demi-journée. D'accord. Ouais. Je partais pas juste quand j'avais fini mon truc et je partais. Ce qui est très différent d'aujourd'hui. Voilà, là, je restais la demi-journée, ce qui fait que je voyais les autres travailler. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Comme j'avais mes cours de théâtre à côté, j'avais des demi-journées de temps en temps où je regardais comment ça se passait. Et puis, et je me suis formé comme ça, et assez rapidement, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin là-dedans. Donc, tu as commencé finalement... Adulte. Moi, j'étais à la vingtaine à peu près. Et seul, c'est pas vraiment ta mère ou ton père qui... Alors, ma mère, elle a donné mon nom à 2 boîtes de doublage à l'époque qui fonctionnaient bien, mais au patron. Oui. Ce qui fait que les patrons après ils disaient à leur secrétaire ou chargé de production, tiens, ce serait bien que essaye-le sur des petites ambiances, puis vous faites un retour et on voit s'il est bien ou pas, quoi. Ouais. J'imagine qu'au début j'étais pas très terrible, et c'est normal parce que j'avais pas de formation justement, donc j'ai dû un peu patauger au début. Mais on laissait plus la chance aux gens d'essayer. Mais oui, et puis encore une fois, on était très peu nombreux. Donc, j'avais quand même un bon emploi. J'avais un emploi très jeune, d'une quinzaine d'années. J'étais plus âgé, mais on a toujours un emploi un peu plus jeune. Et ils avaient besoin de jeunes. Alors, pour faire des ambiances de jeunes, on me faisait venir. Et puis pour dire comme ça au loin, salut, machin, au revoir, tu vois, déconner un peu avec les copains, c'était pas trop difficile. Mais comme en plus moi je restais, j'ai appris, et ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, les gens se sont dit tiens, lui, il est mieux là. Tiens, au bout de 6 mois, tu vois, on va peut-être lui donner, on va arrêter un peu les ambiances, et puis on va lui donner un petit rôle de 20 lignes, 30 lignes. Et puis voilà, je les faisais. Et puis et puis un jour, tu te retrouves à faire 150, 200 lignes, ce qui est beaucoup au doublage. Ouais. C'est des gros rôles. Et puis finalement, tu t'aperçois toi-même que tu es capable de les faire. Et puis voilà. Et puis après, ton nom se répand. Ouais. Et en fait, moi, comme j'ai pas le même nom que ma mère, très peu de gens au début savaient que j'étais le fils de ma mère, si je puis dire. Très peu. Très peu. Ouais, d'accord. Et je vais bouleverser un peu l'ordre de mes questions, puisqu'il y en a une qui me vient. Donc là, c'est le début de ton parcours. Quand est-ce qu'on t'a proposé pour la première fois un comédien récurrent à doubler ? C'est des séries. Dans des séries, en fait, tu démarres. Je me souviens d'une série, c'est peut-être pas la première, mais une des toutes premières qui s'appelait Monsieur Belvédère, où j'avais un jeune mec. Alors lui, je l'ai fait que dans cette série, mais tous les ans, la série revenait. J'ai fait aussi une très grosse série qui s'appelait Les Walton.
Et alors ça, c'était incroyable. C'était une série qui avait été tournée dans les années 70, mais qu'on doublait dans les années 90. Ok. Et qui avait eu un énorme succès aux États-Unis et qui n'était pas du tout connu en Europe. Et pourquoi ils avaient besoin, je pense, de contenu. De contenu. Et c'était un peu comme La Petite Maison dans la Prairie, mais ça se passait quelques dizaines d'années plus tard, mais avec une autre distribution et puis une autre histoire. Et là, je faisais le frère aîné, qui était le rôle principal, et c'était un énorme truc. Et alors là, je me suis beaucoup formé là-dessus, parce que on a dû faire, je sais plus combien de saisons en 2 ans. Et donc j'étais très 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 sollicité. Donc j'ai beaucoup et plus tu travailles, plus tu te formes, plus ça rentre. Après, il y a eu, disons, peut-être le premier récurrent que j'ai retrouvé après sur d'autres projets, c'était David Charvet. Peut-être. Oh, David Charvet, oui. Qui est français. Qui est français d'ailleurs. C'est pour ça, moi, c'était sur, comment on appelle, Baywatch. Baywatch, Alerte à Malibu. Alerte à Malibu. Ouais. Et c'est un peu la même époque que les 2 séries dont je te parle. Et on me dit, tiens, c'est un Français, le gars. Je dis, c'est bizarre, un Français, pourquoi il vient pas? Je dis, non, il a sa carrière là-bas, il vient pas. Mais il avait développé un petit accent américain. Et il avait effectivement, parce que de temps en temps, on l'entendait en français, dans la version originale. Et effectivement, là, tu te dis, faut le savoir qu'il est français, parce qu'il avait vraiment, effectivement, il a fait un petit accent. Il a eu une petite carrière dans le chant. Dans le chant, pas mal du tout. Et quand il était interviewé sur les plateaux, on avait l'impression qu'il était américain. Ouais. Donc, voilà. Donc, après, j'ai compris pourquoi ils avaient pris un français. Et puis, lui, après, je l'ai retrouvé dans d'autres séries et des unitaires aussi. Puis après, là, ça fait des années là que je fais plus parce enfin, en tout cas, je pense qu'il fait plus rien là. Ou alors, ça reste là-bas parce que les Américains font beaucoup de choses qui restent aux États-Unis, qu'on ne voit pas. Nous. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de croiser ta maman sur un plateau de doublage? Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, non. À quelle occasion? C'était sur une série, alors Côte Ouest peut-être. Ouais. Et alors là, on a eu une expérience assez particulière. C'est exactement là que je voulais t'amener. Je le sentais venir, celle-là, parce que j'avais déjà raconté une fois ou deux, mais oui, parce qu'elle avait un rôle important de la série. C'était la méchante, un peu comme John Collins dans Dynasty, qu'elle fait aussi. Et je me souviens plus du nom de cette comédienne ni du rôle, mais c'était elle avait vraiment un des gros rôles de la série. Et puis moi, David Charvet. Non, c'est pas David Charvet, mais quelqu'un. Non, c'était pas lui, je crois pas. Et c'était un mec un peu même style de gars, grand, beau gosse brun, tu vois, et qui il a fait quoi, une saison ou 2, c'est tout. Et comme par hasard, enfin ça a été vraiment le hasard. Le gars, son rôle séduit ou le rôle de ma mère. Et il se trouve qu'on a dû faire une scène une fois, une scène c'est particulier, de tendre câlin. Et j'avoue que avec sa mère au micro, on était j'en étais l'un et l'autre un petit peu gênés. Pas du tout, voyons. Mais on l'a fait, on l'a fait. C'est le boulot. C'est le boulot. J'imagine que le repas, le week-end, il est un peu bizarre. J'avoue que je l'aurais pas tourné, celle-là. Alors, par la suite, évidemment, le grand public aussi t'a connu avec des grands rôles, notamment sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, où tu joues le rôle de Frodon. N'avance pas, Sam! Je vais en Mordor, tout seul! Oui, vous y allez! Seulement, je viens avec vous! Il y a une énorme communauté de fans autour de ces œuvres littéraires, mais aussi la trilogie de films, dont je fais partie, et la plupart de ces personnes, comme moi, passent beaucoup de temps à regarder tout ce qui est making-of et comment ont été réalisés ces films, que ce soit de l'écriture à l'adaptation, au tournage ou à la post-production. Il y a un truc qui revient souvent dans les paroles des comédiens et de Peter Jackson, c'est qu'ils sont allés eux-mêmes superviser les gens qui allaient doubler le film dans les différentes langues, le français, l'espagnol, même le danois. A priori, ils sont venus vous recruter eux-mêmes, en tout cas superviser le recrutement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure? Alors, nous, ça s'est fait un peu sans que nous on le sache trop. Okay. On te convoque pour un essai de voix. Tu sais qu'on est en général, ils proposent trois comédiens par rôle.
Donc, moi, je savais que il y avait 2 autres copains qui étaient sur le coup du rôle. Donc, on fait nos scènes et puis après, on sait que ça part. Mais qui les écoute, nous, on ne savait pas. Ça peut être le DA, enfin le directeur artistique qui choisit, ça peut être la boîte de doublage qui choisit, mais ça peut être le diffuseur ou ça peut être le producteur ou le réalisateur, on ne sait pas. Et puis ça peut être un peu tout le monde aussi, hein, qui donne son avis, et puis après ils se mettent d'accord sur un nom. Et là, de ce que j'ai compris, hein, parce que ça, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux non plus, mais clairement, Jackson, il a choisi, il a tout écouté, toutes les voix dans toutes les langues. Chacun a donné son avis, mais c'est lui qui avait l'avis final. Ok. Et c'est lui qui décidait, et il se trouve, voilà, qu'il m'a choisi moi pour la version française de Frodon, quoi. Et sur le casting, tu savais ce que tu allais faire ou on t'a pas trop expliqué? Pas trop. Déjà, on voyait pas grand-chose des images. Je me souviens plus très bien du casting, mais ce que je sais, c'est que je suis passé, on m'a dit voilà, c'est un gros machin qui sort. Mais de là à se dire que c'était si énorme, que ça allait marquer autant les esprits, très sincèrement, pas du tout. Pas du tout, ouais. Non, même sur le premier épisode, quand on a fait le doublage, je me rendais pas compte du tout De ce que ça allait devenir. Non, du tout. Pour moi, c'était un film qui avait l'air très bien, mais on n'en voyait pas grand-chose. Donc, je pouvais pas. C'était difficile. On voyait pas vraiment très peu d'images. Ils masquaient déjà les images à l'époque. Oui, déjà. Parce que je sais que Disney fait ça maintenant. Oui, non, mais déjà à l'époque, hein, on avait des images où le personnage n'apparaît que s'il était en gros plan. Wow. Donc s'il n'était pas en gros plan, il n'apparaissait pas, donc tout devait se faire à l'oreille. Donc pour l'ingé son aussi, c'était sacrément difficile. Et puis même pour l'adaptateur, ça devait pas être évident. Alors je pense que l'adaptateur devait avoir... Elle devait avoir quand même des images. J'espère pour taper une bonne rythmo. Voilà, ça devait être. Mais nous, et c'est que sur les versions finales, mais on était déjà passé, on avait déjà enregistré les rôles et tout, mais pour les corrections, pour toutes les modifications, tout ça, les confos, ce qu'on appelle les confos. Là, on avait une image un peu bleutée ou enfin un peu flou, un peu on imaginait un petit peu ce que c'était, mais on voyait pas aucun effet spécial, rien. Donc c'était difficile de se rendre compte quand même de ce que ça allait donner. C'est très étonnant qu'il y ait déjà ce niveau de sécurité alors qu'on est à la fin des années 90, début 2000, alors qu'on n'a pas encore Internet comme on l'a aujourd'hui, les téléphones portables pour pirater, on n'avait pas tout ça, donc c'est quand même assez surprenant. Nous aussi, ça nous avait surpris. Alors après, c'était pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de clause de confidentialité ou ces choses-là, alors que maintenant il y en a. Mais enfin, on se doutait bien qu'il fallait pas trop en parler. Et puis surtout, moi, je me rendais pas trop bien compte de ce que. Et puis j'avais pas lu les livres. Ah ok, ouais. Donc je sais pas trop. Je peux pas dire que ce soit trop mon univers non plus, la fantasy. Mais j'avoue que quand je suis allé voir le film, là, j'ai été bluffé, j'avoue. Oui, c'est un super beau rendu. Hein. Il y a un très bon rendu. Je parle pas que de la VF, je parle vraiment du film. Moi, je me souviens d'avoir pris plein à la figure. Et là, maître dit, ça rend ça, quoi. Puis c'est des films qui ont très bien vieilli, hein. Même plus de 20 ans après, ils passent très bien encore. Oui, je suis d'accord. C'est une vraie réussite. Une vraie réussite. Et à tout niveau, vraiment à tout niveau. J'imagine que ça devait pas être très facile de doubler, déjà en n'ayant qu'une part de l'image, mais en plus de ça, ton personnage se retrouve pendant les 3/4 de l'aventure un peu seul avec un ou deux personnages. T'as pas dû trop croiser tes collègues sur le plateau? Jamais. Sauf Christophe Lemoine qui fait Sam. C'est moi. C'est votre Sam. On a enregistré de temps en temps ensemble. Parce que là, même si on se faisait sur des pistes à part, c'était bien de voir ce qu'on pouvait voir, en tout cas de vivre et de ressentir les scènes ensemble, parce qu'il y avait quand même une certaine interaction, quand même assez sensible, parce que Frodon sans Sam, il est personne. Enfin, j'exagère, mais c'est quand même un personnage très important. Donc, on se lançait souvent à faire des brouillons, on va dire, ensemble, après avoir écouté plusieurs fois l'original, et puis ensuite on se faisait tout seul
l'un après l'autre. Ouais. Et ensuite, on écoutait ensemble ce que ça rendait et on rectifiait en fonction. D'accord. Voilà. Bon, ben ouais, Mais effectivement, sinon, la plupart d'entre nous avons enregistré seuls. Et donc, moi, j'ai vu personne d'autre que... même, je crois que Pipin et l'autre, le quatrième... Méry et Pipin. Méry et Pipin, j'ai pas de souvenir qu'on ait enregistré ensemble. Je peux peut-être me tromper. Après, il n'y a pas tant d'interaction que ça. À part au début. À part au début. Ouais. Donc on a peut-être fait une demi-journée ensemble comme ça, peut-être. Mais j'en suis même pas sûr. Mais là, ça remonte à trop loin, je me souviens plus. Alors, tu m'as parlé récemment de ce qui s'est passé sur la franchise Sonic. Donc où tu apparais dans la série, mais tu as été remplacé dans les films. Est-ce que dans ce genre de cas, quand ça se présente, est-ce que tu sais pourquoi et quel est ton sentiment par rapport à ça? Pourquoi? Souvent les producteurs ou les diffuseurs qui décident d'avoir ce qu'ils appellent une star talent, quelqu'un d'un peu plus connu que nous qui ne sommes pas connus. Hein. On est connus peut-être dans notre tout petit milieu, mais on n'est pas connus. Soit parce qu'ils pensent que ça va donner une plus-value au film, que ce soit artistiquement ou financièrement, voilà, ou du point de vue de la notoriété du film qui va sortir. Bah, ça leur appartient, il y a rien à dire, il y a absolument rien à dire là-dessus. Moi, j'avais fait les films annonces, mais on m'avait dit, ça se trouve, tu feras pas le film. Ah ouais, donc ça avait été très clair dès le départ. Ils m'ont pas du tout pris en traite. Tu avais fait des films annonces avec le vieux Sonic qu'ils ont dû changer en cours de route. Exactement, Oui. Exactement. Comment on arrive à passer de Frodon à Sonic à Barbie? C'est quand même des choses très très différentes. Bah là, c'est les comédiens que j'ai suivis avec le temps. Ryan Gosling, alors je le fais pas tout le temps, mais assez régulièrement depuis une vingtaine d'années. Alors là aussi, pourquoi tout d'un coup on m'appelle pour le faire et puis alors que le film d'avant ou le film d'après, je l'ai pas fait ou je le ferai pas. Bon, ça ne m'appartient pas. Bien sûr, on est toujours content de retrouver un comédien sur toute cette qualité-là, comme Chris Evans ou même Elijah Wood. C'est un très bon comédien. Mais bon. Si le directeur artistique ou le diffuseur ou le producteur veut pas de toi, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Parce que du coup, j'imagine que tu dois développer une sorte d'attachement aux comédiens. Ben, il y a eu, oui, alors il y a un attachement. En fait, l'attachement, il vient du fait que, comme ce sont de bons comédiens, ben, tu prends ton pied à les doubler. Ah oui. Parce que c'est quand même très agréable de doubler des bons comédiens. C'est d'ailleurs plus facile que de doubler des comédiens un peu plus bancals, on va dire. Ça facilite la chose. Hein. C'est comme un bon texte aussi. Quand tu as un bon texte à interpréter, c'est plus simple que quand tu as un texte bancal. Et ben les comédiens, c'est pareil. Donc, en fait, c'est le plaisir de te dire, tiens, je vais interpréter... je vais essayer de faire aussi bien que lui. C'est pas toujours facile, mais et là c'est ce plaisir-là en fait. Et quand tu le fais pas, bah t'es un peu frustré de ça. C'est logique. Ouais, tu peux pas dire, je peux pas dire que ça coule sur moi comme sur une nappe. Tu vois, non. C'est sur le coup, tu te dis bah zut, je vais pas le faire. Bon bah ça te prend la tête pendant 24 ou 48 heures. Mais alors après moi, j'ai une grande capacité à l'oubli. À oublier, ouais. À oublier et à mettre dans un tiroir tout ce qui m'apporte rien. D'accord. Je le mets dans un tiroir et je fais ma double tour et ça n'existe plus. J'ai connu des comédiens qui étaient encore aujourd'hui très peinés de ne pas avoir fait certains rôles. Non. Alors ça, moi, je suis pas comme ça du tout. Voilà, ça me prend, 24-48 heures et franchement, au bout de 48 heures, c'est fini. Ouais, c'est oublié. Je n'y pense même plus du tout. Bon, par contre, tu dois quand même penser, j'imagine, à ce qui s'est très bien passé. Ah bah oui. Et est-ce que tu as un projet en particulier qui t'a marqué? En doublage? Oui, en doublage, oui. Il y a le Seigneur des Anneaux, forcément, ça a été. Et puis en plus, il y avait une très bonne ambiance. On avait une directrice artistique formidable qui s'appelle Danielle Perret, vraiment qui est une femme que j'aime beaucoup et qui nous a beaucoup accompagnés parce que c'était franchement pas simple et qui adorait son projet. Sinon, il y a la série que je cite vraiment quasiment tout le temps, c'est Breaking Bad, qui est vraiment à la fois la série, le rôle, le comédien
que j'ai adoré. D'accord? Je savais que vous alliez réagir comme ça, que vous alliez péter les plombs et que vous alliez pas me croire. Et c'est pour ça que je vous ai rien dit. Oui, donc tu doubles Aaron Paul. Hein, Je double Aaron Paul, oui. Donc le jeune, il y a un Jesse jeune et un Pinkman, peu plus ancien, Jesse Pinkman. Et là, le rôle, il est formidable. Et puis, c'est d'autant plus incroyable pour moi que je me le serais même pas distribué moi-même. Parce que c'est un personnage tellement différent de moi, tellement aux antipodes de ce que je suis, que sur le coup, j'ai même pas compris pourquoi le directeur artistique me l'avait confié. Et après, j'ai compris en travaillant le rôle parce que, en fait, l'intérêt de ce rôle, c'est pas le côté junkie, tout ça en fait, c'est accessoire. C'est son âme. Ouais. Et il a une âme qui peut être un peu sensible, fracturée, et ça, c'est plus le genre de personnage qu'on peut me donner. Non pas que je sois fracturé, mais enfin, je peux avoir une sensibilité que le directeur artistique avait vu et dans Jesse Pinkman, Aaron Paul, et dans moi, Alexandre Gillet, parce qu'en plus, ce directeur artistique, c'est Guillaume Lorsa, et j'avais fait une série 6 mois, 1 an avant, avec un personnage un petit peu dans les mêmes, la même sensibilité, mais alors par contre, ça se passait dans des familles extrêmement riches de New York, mais le personnage avait cette sensibilité et en même temps cette folie, cette cassure, et il m'avait vu le faire et il s'est dit, bah tiens, je vais lui donner. Et c'est vrai que c'est un rôle, on m'en parle souvent en bien, donc je le prends comme tel. Parce que moi, je suis pas du genre à aller chercher les compliments, mais et donc je me dis, en fait, je pense que ça a fonctionné. Et on m'en parle souvent de cette série, et j'avoue que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et en plus, on faisait un super duo avec qui doublait le professeur. Ouais. Et voilà, c'est un comédien qui nous a quittés il y a 1 an et demi, et j'ai eu beaucoup de peine. Voilà. D'accord. Et on s'entendait très bien. Voilà. Okay. Jean-Louis Faure. Voilà. Très bien. Je cherchais son nom, mais voilà, on a fait un duo formidable pendant plusieurs années. Tu ne sais pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Si quelqu'un ouvre sa porte et se fait descendre, tu crois que ce sera moi? Non. Je suis l'homme qui frappe à la porte. On va bientôt arriver au terme de cet entretien. Là, tu parles donc d'interaction avec des comédiens. Est-ce que tu peux nous parler également de cette équipe que forment les comédiens, les DA et les techniciens? Pour moi, c'est un trio qui est indissociable. Nous, en tant que comédiens, on voit surtout le côté artistique des choses. Mais il y a un lien, on sent... Quand un ingénieur du son est avec soi, quand il vous suit ou quand il vous suit pas. Quand il est juste sur sa partie technique, ou s'il s'intéresse aussi au côté artistique ou à l'histoire. Souvent, je dis, on sent l'ingé son respirer avec soi quand on interprète, quand il est vraiment avec soi. Oui, alors c'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, en tant qu'ingé son, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois en écoutant les prises de bloquer ma respiration en même temps que le comédien. C'est ça. C'est que tu étais avec lui. Ouais. Et ça, le comédien le ressent. Il le sent et ça nous rassure. Et alors, évidemment, il y a le directeur artistique qui chapeaute tout ça, qui lui connaît la finalité du film, de la série. Nous, en général, on sait pas. Quand on arrive, on n'a rien vu. On voit les scènes les unes après les autres, souvent dans le désordre. Donc, on sait pas trop où on va. On nous explique un peu la situation, on joue une situation. On sait à peu près, quand on nous a expliqué le personnage, où on doit aller, mais enfin, quelquefois, il y a des surprises. Donc, on a besoin d'être guidé. Et là, le directeur artistique, il est là pour guider le comédien, mais aussi se rendre compte si la prise de son est judicieuse. Voilà. Et donc, il y a un trio qui se forme, qui est vraiment, qui doit être en tout cas très fort. Très fort. Ouais, c'est la clé du succès d'un projet globalement. Ah oui. Et pour en revenir justement au Seigneur des Anneaux, quand l'ingénieur du son ne voyait pas l'image et qu'il devait imaginer d'où venait le son, d'à quelle distance, il était
il était vraiment dans le film et nous, on était en interaction complète avec lui parce qu'il nous disait alors là, je pense qu'il est à tel endroit, à telle distance. Attention, ne porte pas trop, mais quand même donne un petit peu de temps, machin. Et là, il y a, et c'est ça qui est formidable sur des projets en plus où on a le temps, on peut vraiment jouer, et, on a vraiment le temps de développer tout ça, et une relation humaine en plus. Et ça c'est formidable. Ça, j'adore ça. Ben, dernier point. Comme je l'ai fait auparavant sur d'autres émissions, on va peut-être rebondir sur un petit point d'actualité. Là, actuellement, on a une grève des scénaristes et des comédiens aux États-Unis qui est en train de se terminer, avec des accords trouvés autour notamment de la propriété intellectuelle et de l'IA. Est-ce que tu peux nous partager ton point de vue par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des dangers que ça pourrait... L'intelligence artificielle, il y en a... C'est Elon Musk qui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 15 jours, disait que c'était le pire des dangers pour l'humanité. Okay, non, mais alors après, il y a aussi une boîte qui développe l'IA. Et oui, puis, voilà. Donc, c'est sûr que l'intelligence artificielle, nous, dans nos métiers, ça nous fait un peu peur. Je pense que on va devoir faire avec. On peut juste essayer de croiser les doigts pour que ça ne nous remplace pas. Ouais. Et le problème de cette IA qui n'est pas comme les autres avancées technologiques d'avant, parce que souvent on te dit oui, mais il y a eu le parlant qui est arrivé, il y a eu la machine à vapeur qui a remplacé les chevaux, et puis ensuite il y a eu le moteur à explosion qui a remplacé la machine à vapeur et compagnie et compagnie. Mais là, c'est pas tout à fait pareil, parce que je pense que cette IA là, déjà, elle est beaucoup plus puissante, beaucoup plus... il y a un gap plus important. Un gap vraiment très important. Elle est générative. Elle va pouvoir apprendre d'elle-même. Ça fait quand même un petit peu peur. Et surtout, elle va remplacer potentiellement des métiers déjà à forte valeur ajoutée. Et ça va en bousculer plus d'un. Et tous nos métiers artistiques sont concernés. Et le danger, ce serait qu'on se contente, et que le public se contente d'œuvres artistiques, on va dire, un peu sans âme. Parce que je ne sais pas encore si l'IA va être capable de donner une âme à l'artistique. Alors certes, ils pourront faire des beaux tableaux, peut-être des films sans acteurs, sans musiciens, il y aura peut-être même des concerts avec de faux musiciens. Y aura-t-il une âme? Et puis, les gens, les artistes, ou les jeunes qui arrivent et qui voudront être artistes, quelle place ça va leur laisser tout ça. Oui, pour l'imaginaire aussi. Une place pour l'imaginaire. Et une société, moi, sans artistes, moi, ça me fait peur. Parce que à mon avis, c'est une société sans âme. Et une société sans âme, pour moi, c'est une société qui meurt. Oui, il n'y a pas l'envie d'évoluer ou pas de nouvelles idées. Mais après, l'IA va être très bonne sur plein de choses. Ça va peut-être nous permettre de trouver plein de solutions sur les maladies, sur peut-être même régler le problème du réchauffement climatique, ou de trouver plein de solutions pour avoir une énergie non polluante. On ne sait pas, ça peut être extraordinaire ce qui va se développer. Mais attention, et là, j'espère que nos législateurs vont être prudents et vont nous protéger et vont mettre des garde-fous, parce que je pense que l'humain n'étant pas très raisonnable, faut être prudent. Oui, puis c'est un sujet qui traîne un petit peu trop pour l'instant. Personne n'a trop pris les devants. On se rend pas encore bien compte, je pense, de ce qui nous attend. Je pense. Et notamment ceux qui nous dirigent peut-être ne se rendent pas encore bien compte de ce qui nous attend. Parce que c'est pas encore au centre de leurs préoccupations. Oui, mais le problème, c'est est-ce qu'il faut attendre les premiers pépins pour réagir? Je sais pas. Comme on a souvent fait, au final. Souvent. Mais après, si on réagit vite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, c'est Hawkins. Hawkins qui avait dit la même chose. Enfin, c'est lui qui avait dit il y a déjà 20 ans, en disant l'IA est le plus grand danger pour l'humanité. Oui. Donc attention. Voilà, je crois qu'on va pas y échapper, mais espérons que nous soyons suffisamment raisonnables pour ne pas nous laisser déborder. Ouais. Bon, c'est sur cette perspective réjouissante qu'on va terminer notre entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était super sympa. Merci. Mais nous, on se retrouve pour un prochain podcast dans quelques jours, voire semaines. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.